Bonjour, traduction sans filet numéro 80, aujourd'hui, dimanche 22 janvier 2017. Et toujours dans l'idée de parcourir un peu ma bibliothèque, de manière complètement erratique, je suis retombé sur ce petit ouvrage de poésie de la poète américaine Lynn Heginian, qui s'appelle My Life, en fait. Et c'est un livre que j'avais acheté avec pas mal d'autres et lu lorsque j'ai co-organisé avec mon collègue et ami Eric Attenot un colloque Poets and Theory, il y a déjà de cela 9 ans à Tours. Et donc il devait y avoir une communication, il y a eu une communication sur ce petit ouvrage de Lynn Heginian, et donc bien je l'avais lu, hein, voilà, comme pas mal d'autres. Et ça a été une lecture un peu marquante, parce qu'en fait, bon, déjà je ne suis pas allé au bout, et puis j'ai quand même l'habitude de lire pas mal de poésie un peu prise de tête, on va dire, comme certains diraient, peut-être péjorativement, en tout cas de la poésie expérimentale, abstraite, les language poets, une de mes écrivaines préférées de langue anglaise, c'est quand même Gertrude Stein, donc voilà, donc je suis un peu habitué à lire des choses, voire à vraiment prendre du plaisir à des écritures qui ne se donnent pas au premier abord, on peut dire ça comme ça. Et là, j'ai juste rien compris à rien, donc voilà, ou pas grand-chose en tout cas, ni du projet d'écriture, ni tout simplement de ce qui était raconté. Donc, retrouvant ce livre sur mes étagères, eh bien, j'ai décidé presque de l'ouvrir, enfin je l'ai vraiment ouvert au pifomètre, au hasard, et je suis donc tombé sur la page 62, en plein milieu d'un chapitre, mais de toute façon, les enchaînements entre les phrases, ou la logique des enchaînements entre les phrases me demeure énigmatique. Donc je vous livre ce passage tel que je le lis et tel qu'on le découvre à la page 62. Duck eggs taste eggier. One form of shyness. Non, je recommence parce que si je commence à mal prononcer, je ne suis pas très en forme aujourd'hui, on ne va pas y arriver. Duck eggs taste eggier. One form of shyness is characterized by the fear of making someone else feel awkward or embarrassed, a kind of heightened sensitivity or extreme empathy. Religion is a vague lowing. I often felt jittery and took long walks, trying to get a long way from what I actually felt. Ring, plunge, reappear. Bucephalus, traveller, creatures carrying history. Just offshore he saw 7 whales and then 10, leaping from the water and rolling into it again. As for we who, quote, love to be astonished, unquote, so do all relationships move. You have to take on the role of pack leader with your dog, roaring downtown, the lights ahead out of the blue, a tiny red rocking horse, a plaything bright and sweet. Any photographer will tell you the same. We took along a loaf of Wonder Bread for the ducks. I have learned to be suspicious of those sudden and spontaneous acts of generosity, for it was in such a mood that I gave away the little wicker rocking chair which had been mine throughout my childhood, and had belonged to my mother before that, immediately regretting the gesture, so much so that I couldn't bring myself to ask for its return, since I couldn't do so casually and without resentment, a resentment for which I felt guilty, selfish, embarrassed. Donc j'ai lu la totalité de la page pour que vous entendiez ce que je veux dire quand je dis que voilà, on ne comprend pas forcément très bien la logique des enchaînements. Donc voilà un peu le haut de la page 62. Et la raison pour laquelle eh bien, je pensais que ça pouvait faire une petite vidéo de traduction, déjà trop longue, c'est évidemment cette première phrase hein, qui se trouve en haut de page. Duck, eggs, taste, eggier, avec eggier entre guillemets. Évidemment, il s'agit d'un néologisme puisqu'elle utilise egg, le nom, comme si c'était un adjectif, et avec un comparatif. Donc littéralement, les œufs de Cannes ont un goût plus œuf, ou un goût plus œufien, plus œufique, puisque eggia, ça impliquerait déjà un adjectif néologique, eggy. Donc, alors il est vrai que la langue anglaise permet plus la suffixation, la conversion, c'est-à-dire l'utilisation d'un nom comme adjectif. Néanmoins, bon, c'est quand même enfin, voilà, c'est le fait d'ailleurs que ce soit entre guillemets le montre, c'est un énoncé novateur. Et donc la traduction qui consisterait de manière un peu simplifiée à dire les œufs de Cannes ont plus un goût d'œuf, par exemple, ou
voire même à rationaliser, il y a plus de jaune dans les œufs de Cannes, etc., ne prendrait pas du tout en compte la dimension poétique de la phrase. Et donc moi je proposerais les œufs de Cannes ont un goût plus œufique. Ont plus un goût œufique ou ont un goût plus œufique. Ou alors, si on ne veut pas aller jusqu'à un néologisme aussi peut-être complexe à assumer en français, peut-être faire une sorte de mot valise, de mots composés, ont un plus goût d'œuf ou un goût plus d'œuf, et peut-être plus d'œuf en un seul mot, histoire de montrer qu'il y a quand même dans la phrase d'origine quelque chose comment dire, de novateur, voilà, de néologique. Donc voilà, la vidéo fait déjà presque 6 minutes et j'ai traduit une seule phrase. Voilà, donc c'est pas vraiment aujourd'hui une traduction improvisée dans son entier. Peut-être qu'après tout, je reprendrai cette page sous la forme plus traditionnelle de la traduction écrite, notamment sur la rubrique de mon blog qui s'appelle Darts on a Slate, et dans lequel je mets comme ça les traductions éparses. Puisque j'en suis plutôt à faire des commentaires de traduction, des commentaires dans le passage de l'anglais au français, une faute qui serait assez fréquente, je pense, dans une copie, sur une phrase comme celle-là, c'est que, perturbé ou déconcentré par ce egg here, pas mal d'étudiants, pas mal de traducteurs pourraient se retrouver à traduire duck eggs par des œufs de canard, ce qui serait une absurdité, hein, puisque les canards, en français, ce sont... Alors certes, c'est l'ensemble évidemment de l'espèce, mâle et femelle, mais enfin, quand on dit un canard, on pense quand même plutôt au mâle, et donc on dira évidemment un œuf de Cannes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cela pour aussi faire remarquer quelque chose, qui est qu'il y a un mot qui est moins connu évidemment, notamment des apprenants francophones, je peux en témoigner à titre personnel d'ailleurs, c'est le nom du canard mâle, parce qu'en fait duck, c'est le nom générique en anglais. Ce mot-là, tout le monde le connaît, hein, Donald Duck, Daffy Duck. Hein, bon. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a en fait un terme pour le mâle de n'importe quelle espèce de canard, et ce mot c'est Drake, que l'on retrouve d'ailleurs dans une créature, enfin une créature fictive des comics des années 50, je crois, Mandrake. Et Mandrake, c'est l'homme canard, littéralement. Et Duck, du coup, par défaut, devient la canne, en fait. Et donc ça explique ce duck eggs, en fait, en anglais, qui est que duck, quand on veut distinguer le mâle et la femelle, duck, c'est la femelle, en fait. Et c'est intéressant aussi parce que là où en français le terme générique c'est souvent le terme du mâle, le terme désignant le mâle, là le terme générique c'est le terme désignant la femelle. Et donc voilà, et alors si je dis ça, c'est parce qu'en fait moi j'ai appris cette nuance, et j'ai appris tout ce que je viens de vous dire sur Drake et Duck, alors que j'étais déjà en fait professeur d'anglais, que j'enseignais déjà à l'université, et c'est en fait en préparant un cours que j'avais appris ça. Donc c'est normal, on apprend toujours. C'est aussi pour dire que voilà, c'est quelque chose à côté de quoi on peut passer, même en faisant des études assez poussées, et je l'espère sérieuses. Voilà, donc une seule phrase, duck eggs, taste eggier, avec beaucoup de remarques annexes sur l'in Edginian et sur les canards.